RCN. Le son de la différence. L'âge bête sur RCN. Et oui, bonjour, soyez les bienvenus dans l'âge bête, nous sommes le 31 mai, il est 14h, bonjour l'équipe. Salut. Heureux de vous retrouver pour cette dernière émission en direct de la saison. Et oui, il nous reste déjà plus que 2 émissions. Une saison bien remplie, on a fait plein de choses. Et puis, je tiens à signaler la présence de Clavis. Comment tu vas? Ça va, on t'a cru presque disparu, ouais, c'est vrai. Il est sorti de sa grotte. Tu nous parles écologie, évidemment. Et tu as décidé de nous parler de quoi pour ton retour? Aujourd'hui, ce sera le nucléaire. On va parler un petit peu nucléaire, un sujet explosif. Naïm, ouais, c'est parti pour les jeux de mots. Vous voyez, écoutez, il est 14h, même pas une. Naïm, tu nous parles de quel artiste aujourd'hui? Je vais vous présenter Idée Noire. Ok, on aura ton quiz de culture générale. Lucie, Clément, on va parler d'un monument qui a été élu parmi les 7 merveilles du monde. D'accord, donc on parle des merveilles du monde. Et Ottilie, on va parler des façons différentes de découvrir un livre. Ah, voilà, c'est tout le programme jusqu'à 14h30. Et puis évidemment, on aura une petite citation à la fin. Passez une très bonne après-midi, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. RCN, l'âge bête. Et donc c'est parti pour la chronique histoire. Clément, on va commencer par ta petite question du jour. Voilà, et si je vous dis le Mont Saint-Michel, vous me dites Normandie ou vous me dites Bretagne? Normandie. D'accord, vous me dites Naïm? Bretagne. D'accord, Clovis? Normandie. D'accord, donc et Martin? Je suis neutre. D'accord, tu es entre les deux. Tu es normand breton oui, à la fois. Je suis normand breton. Et bah alors, il faut savoir que le Mont Saint-Michel était breton entre 867 et 933. Et ensuite, il est devenu normand. Donc, il n'a pas toujours été normand. Il n'a pas toujours été breton. Donc, l'histoire de cet éperon rocheux, il commence en 708. Cette année-là, eh bien, il y a des ermites qui commencent à construire des sanctuaires, ce qui attire aussi des laïcs. Mais c'est en 966 que toute une communauté de bénédictins va s'installer sur l'île afin de fonder une église et de nouveaux sanctuaires. L'église, elle est agrandie dans un premier temps pour former un ensemble de style gothique qui s'appelle la Merveille avec un M majuscule, et ce jusqu'à y construire un village qui, pour l'essentiel, est encore visible aujourd'hui dans l'enceinte du village. Et d'ailleurs, c'est de cette époque que datent les fortifications qui ont, elles aussi, été créées par un abbé, puisque les abbés étaient nommés capitaines de la garnison de l'île. La garnison, elle est composée de moines, d'un soldat et des hommes de foi, des laïcs qui peuplaient l'île. Et donc tout ça au début de la guerre de 100 ans, donc, qui était face à l'Angleterre. Durant cette guerre de 100 ans, l'île elle est assiégée par les Anglais et elle doit être protégée par cette garnison. Plusieurs salles de munitions et d'armes apparaissent pour l'occasion, et l'enceinte qui est visible aujourd'hui date de l'année 1417. Elle a été construite donc sur la demande de l'abbé en place. Et donc d'ailleurs, le Mont Saint-Michel résiste aux assauts anglais et reste sous la domination française. C'est ça. En 1420 et en 1434, les Anglais essayent à 2 reprises d'attaquer le mont, mais celui-ci résiste encore et toujours à l'envahisseur grâce au courage de ses défenseurs. Près de 2 siècles et demi plus tard, Vauban va inspecter les fortifications pour les améliorer, et en 1731, Louis XV transforme l'îlot en prison d'État et en prison politique. Pendant la Révolution française, l'abbatiale se transforme en une énorme prison et les moines doivent s'en aller, donc il n'y a plus de religieux sur l'île. Le lieu fut choisi pour rendre l'évasion des quelques 14 000 prisonniers impossible, totalement impossible, avec donc les marais, etc. La prison, elle ne ferme qu'en 1863 sur la demande de plusieurs écrivains et poètes. Donc l'édifice, il est restauré et une route est construite pour acheminer les touristes, puisque l'île attire de plus en plus. Cette route, elle sert également de digue. Cette route, elle est peu à peu mise de côté, puisqu'un tramway, ça c'est pour toi Martin, oui, j'entends ça, relie le continent avec le mont. Lors des 2 guerres mondiales, le site il est totalement épargné, même si lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands occuperont l'île pendant 4 ans. Il faudra attendre 1966 pour que des religieux reviennent, et depuis 2001, les pèlerins et les visiteurs se bousculent en bas des marches. Et donc le Mont Saint-Michel, c'est aussi donc un lieu où les pèlerins se recueillent. Voilà, donc en termes de pèlerinage, l'île elle est active pendant 12 siècles jusqu'à la Révolution française. Et les pèlerins venaient de toute l'Europe, et à partir du moment de 1966 où il y a eu de retour des religieux, ça a repris cette activité.
En 1979, le site il est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ça a été aussi élu l'une des 7 merveilles actuelles du monde. Et aujourd'hui, l'îlot il compte 27 habitants annuels. Mais les visiteurs, eux, coulent à flot, rapport avec l'eau, avec presque 12 000 personnes par jour. Et entre 2 à 3 millions de visiteurs par an. Oui, voilà. Merci Clément. Voilà, je pense que ça va être l'émission des jeux de mots pourris aujourd'hui, sous un temps ensoleillé. Moi, je ne savais pas que ça avait servi de prison. Vous le saviez, vous ? Ouais. Oui, moi non. Voilà. Ça me fait penser un peu à Fort Boyard sur le fait que ça soit aussi une prison au milieu de l'eau. Oui, c'est vrai. J'ai pensé à ça, voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire. Voilà. On va passer à ta chronique n'importe quoi, je suis fatigué. De duel de génération. Tini, tu nous parles donc de l'évolution des façons de lire au final. Un petit peu, voilà. Donc d'abord, pour vous, ça date de quand le premier livre imprimé? C'est Gutenberg, non? Ouais, c'est avec Gutenberg. C'est la Bible, hein, c'est ça? La Bible de Gutenberg, en quelle année? En 1535 ou un truc du genre. Non, avant. 1450. Oh, presque. 5. Oui, voilà. Alors toi et les dates, c'est toujours très très difficile. Oui, mais je l'ai quand même eu. De février 1455, donc effectivement c'était la Bible de Gutenberg, qui a été imprimée donc à 180 exemplaires, et j'ai vu qu'il en reste encore aujourd'hui, je crois une vingtaine à peu près. Et donc, c'est surtout avec l'invention de l'imprimerie que la culture et la connaissance avaient de plus en plus accessibles et disponibles. Donc, on va voir qu'en France, en 2015, 18% donc des 15-24 sont des petits lecteurs. Donc, ça veut dire qu'ils ont lu entre 1 et 4 livres sur l'année. Et par contre, ceux qui lisaient le moins, c'était pas les plus jeunes, c'était les 35-49 ans. Parce que pour 31%, ils n'avaient lu absolument rien de l'année. Ouais. Peut-être avec les activités professionnelles aussi. Je pense aussi. Et donc évidemment, les plus grands lecteurs, c'est quand tu as surtout beaucoup plus de temps. Donc c'est les 65 et plus, avec plus de 30% qui ont lu donc au moins 20 livres sur l'année. Donc maintenant, quelle est la date du premier livre numérique? Alors, le numérique, début des années 2000, je pense. Avant. Des années 90. Oui, je pense, j'imagine. Avant. En 84. Avant. Ah bah oui, mais dans les années 50 à ce rythme-là Après. Bon, merci. C'est un manuel de l'armée militaire. C'est déjà une armée militaire. Heureusement qu'elle est militaire, cette armée. C'est dans les années 70? Oui. D'accord. 73. Un peu moins. 72. Un peu moins. 71. On n'y arrivera jamais avec les dates. Donc voilà, donc c'est le premier livre numérique, donc il fait son apparition donc avec le projet Gutenberg. Et donc c'est les débuts des e-books ils vont gagner d'ailleurs beaucoup en popularité, notamment pour la facilité d'accès, le fait que tu aies juste un truc et tu lis tout dessus. Oui. Non mais c'est chouette par rapport aux e-books. Un support. Les e-books, c'est chouette. Voilà. Je ne révélerai. J'ai pas compris. C'est pas la peine, c'est pas grave. En revanche, 52% donc des adeptes de ces livres numériques, ils vont autant lire aussi sur le format papier. Et peu sont les Français qui ont déjà lu du numérique au final, parce qu'en 2017, il y avait 86% des 18-24 qui n'en avaient jamais lu sous ce format. Bah justement, je me permets, moi là-dessus, j'en ai encore jamais lu. Moi non plus, je déteste ça. Justement, autour de la table, il y en a qui ont déjà lu un bouquin en numérique. Ah oui, moi j'ai lu quand même. Ah non. Ah ouais. Ah si, je peux pas. Quand même. Bah déjà, ça permet de pas imprimer du papier. Je suis désolée, mais le livre, c'est du papier. Pour moi, c'est pas... T'arrives à lire parce que c'est pas forcément évident non plus. Enfin, je sais pas si vous avez. Il faut un peu de temps pour s'habituer, mais on s'y fait. Tu sais que ton téléphone, il pollue aussi. Voilà. Il pollue, mais c'est déjà pas du papier en tant que tel. Oui, c'est sûr. Heureusement qu'il est pas en papier ton téléphone. Voilà, on revient un peu avec ça. T'en sais rien. Et c'est beaucoup plus que pour les autres générations. Donc au final, même si on a l'habitude des technologies, lire sur numérique, c'est pas trop notre truc encore. Non, c'est vrai. Mais j'aime pas. Comme dirait ma mère, le papier, ça a une âme, ça a une histoire. Même pour une émission, j'imprime tout. Moi, je peux pas. Une odeur de vieux, mais l'odeur, c'est trop bien. Manipuler l'objet, c'est renfermer. Et donc, je vais vous demander, donc, au final, où est-ce que vous achetez les livres? Donc, est-ce que c'est sur Internet, les librairies, ou est-ce que vous les trouvez dans les boîtes à livres, ou en brocante, ou je ne sais quoi encore? Un peu partout. Partout. Je sais qu'il y a des livres que je trouve vraiment pas en librairie et tout, je les commande sur Internet. Mais bon, ouais, c'est vrai. La librairie plus en ligne. Ouais, bah oui.
En boîte à livres, on trouve des trucs qui sont pas mal. Ouais, ça marche bien, ça se développe de plus en plus. Faut chercher. Ouais. Non, tu vas à Nancy, place Saint-Èvre, t'en as. Voilà. Ouais, t'en as partout. À Pont-à-Mousson, faut pas y aller parce que je sais que ma mère, elle en donnait, puis il y avait des gens qui les prenaient et qui les brûlaient. Donc, faut pas aller à Pont-à-Mousson. Mais c'est vrai que c'est un concept qui se développe de plus en plus pour faire partager la lecture aussi. C'est ça, et puis c'est bien, mais j'avoue que les librairies, c'est un peu mon péché mignon. Après, les librairies, je trouve que ça reste quand même relativement cher parfois. Oui, ça dépend, ça dépend. Et donc, voilà, donc la plus ancienne librairie en France, elle est à Orléans. C'est la librairie Nouvelle d'Orléans et elle date de 1545. Aujourd'hui, il existe donc près de 3300 librairies en France. Et donc, pour les librairies numériques, ça fait leur apparition en 1985 par le site Amazon.com aux États-Unis, créé par Jeff Bezos. J'ai une question. Comment la première librairie peut dater de 1445 alors que le premier bouquin a été imprimé en 1455 ? Parce que tu n'imprimais pas. Je veux dire, les bouquins, tu les écrivais, quoi. C'était juste pas imprimé. Donc c'est pas une librairie. Pourquoi donc ? C'est une bibliothèque dans ce cas. Non, c'était une librairie, c'est jugé comme tel. Mais une librairie, c'est le lieu où t'achètes ton bouquin. Mais tu l'achètes quand même. Tu peux le vendre. Ah, oui, tu peux vendre un... Oui. Non, d'accord. Comment on faisait ? Voilà. Voyons Clément, tu nous feras une chronique histoire là-dessus. La saison prochaine. J'ai presque fini, donc 2 ans plus tard, donc en 97, Gallica voit le jour, donc c'est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque de France, voilà. Ouais, il y a plein de trucs dessus, notamment au niveau des journaux, il y a beaucoup d'archives dedans. Mais c'est super. Voilà. C'est super. Plein de choses. Merci Ottilie, on a appris plein de choses, puis on a discuté de bouquins numériques, de tout. C'est aussi le principe de cette émission. Dans 3 minutes, on parle écologie avec Clovis, ça fait longtemps, alors on va reprendre un petit peu les bonnes habitudes. Juste après le quiz de culture générale, on fait un petit entraînement musculaire juste avant du cerveau. RCN, l'âge bête. Il est 14h14 sur RCN en direct dans l'âge bête et on a parlé histoire. On a continué un petit peu finalement à parler histoire avec l'évolution des livres et de la façon de lire avec toi Ottilie. Et maintenant on va parler écologie, le grand retour. Je pense que ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas parlé écologie. Ça fait un bail. Et puis tu as décidé tout de suite de démarrer avec un bon sujet. Oui, je démarre fort. Avec le nucléaire. Donc, bon, tout le monde connaît le nucléaire, mais au final, qu'est-ce que c'est ? D'abord, nucléaire, j'aimerais faire une petite dédicace à Nolan Bartel, le meilleur conseiller municipal de France, conseiller à la ville de Lunéville, et Christopher Varin, maire de Varangéville. Je vous fais des gros bisous, vous qui êtes actuellement à l'apéro. Donc, pour votre prochain conseil, je vous donne quelques infos. Donc, tout d'abord, l'énergie nucléaire, elle est produite avec un combustible, donc l'uranium, et grâce à la chaleur dégagée par la fission, donc faites un peu de physique, et grâce à la fission de ces atomes. Donc aujourd'hui, elle reste l'énergie la plus sûre au monde, contrairement à une partie du bord politique qui essaie de nous dire le contraire. Par exemple, avec Fukushima, on l'a tous entendu. Par exemple, toi, Martin, qui connaît bien ça. Et par titre de comparaison, selon l'étude Production d'électricité et santé, qui date à peu près 10 ans, le charbon, la source d'énergie la plus dévastatrice, cause 442 fois plus de décès que l'énergie nucléaire. Sans compter l'extraction du charbon. Exactement. Et donc cette énergie, donc le nucléaire, consomme des matériaux présents en abondance. Elle n'émet rien, elle est neutre en CO2. Elle n'est pas dangereuse pour l'homme et pourtant la France n'a fait que de la démanteler. La France avait quand même la plus importante part d'électricité nucléaire au monde, le 2e parc nucléaire, le plus grand, 56 réacteurs dans 18 sites et elle était souveraine en matière d'énergie. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là et à faire une sorte de machine arrière sur le nucléaire ? Alors il s'est passé pas mal de choses quand même. Il y a eu d'abord la fermeture de Fessenheim. Vous connaissez tous la centrale qui se situe près de chez nous. Oui, c'est vrai. L'abandon du projet Astrid. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était un projet qui avait pour but d'exploiter de l'uranium présent dans les sous-sols en France. Question naturelle. La vente d'Alstom aux Américains. Aussi, c'est vrai. Un accord entre le Parti socialiste et les Verts en 2012 pour l'élection de François Hollande qui visait à réduire le nucléaire de 75 à 50%. Et le dispositif AREN qui en fait permet de réduire les financements d'EDF et pour finir l'infiltration de l'Allemagne dans les institutions européennes pour y prôner une sorte d'idéologie anti-nucléaire. Par exemple avec la Pologne, elle a dit non à son projet d'ouverture de centrales nucléaires.
L'Allemagne qui, de mémoire, vient de sortir définitivement, enfin du moins complètement du nucléaire, je crois. Hein. Ils viennent de fermer pour ouvrir des centrales à charbon. Oui, c'est vrai. Et sinon, parce que sinon, c'était des énergies renouvelables. Sinon, voilà, ce serait trop. Sinon, l'Allemagne, c'est le pays vert de l'Europe. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est étonnant hein, parce qu'il y a des disparités au final. Que l'Allemagne soit un peu isolée sur ce terrain-là, quoi. C'est ça. Mais j'avais vu une vidéo du Monde sur le nucléaire. C'est une des sources d'énergie les moins dangereuses en réalité. C'est la moins dangereuse. Et on arrive quand même à avoir des alternatives tout de même avec les énergies non renouvelables qui fonctionnent bien aussi. Parce que là, c'est vrai que ce qui est un peu le paradoxe en Allemagne, c'est qu'on interdit le nucléaire et on revient au charbon et non pas aux énergies renouvelables. Et pour répondre à Clément, j'ai vu quelque chose aussi sur la même étude, c'est qu'en produisant 1 milliard de kilowattheures grâce à l'énergie nucléaire, ça cause un décès, il me semble, en 12 ans. Alors que pour la même quantité produite pour le charbon, c'est 25 décès par an. Ouais. Mais c'est même plus que pour des énergies renouvelables. Hein. Il y a des dangers aussi sur l'installation des éoliennes, tout ça. Voilà, bon, en tout cas, il y a plein de choses au niveau du nucléaire. Et on est extrêmement à la bourre. On a déjà un peu débattu du nucléaire. On y reviendra peut-être finalement au nucléaire si on a le temps, mais là, il va falloir qu'on passe à la suite. Il est 14h19, on va parler un peu culture. Voilà, avec quelques questions de culture générale. Et c'est parti. Donc, les questions, il y en a 10 et elles sont, je trouve, plus difficiles que les dernières. Donc... Et on n'est pas rendu. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. Première question, qu'est-ce qui est considéré comme le poumon de la Terre ? L'Amazonie. Forêt amazonienne, oui. Bon, alors je ne sais pas qui a eu le point. Je pense au Tilly, mais je sais pas. Sinon, tu le donnes au Tilly. Oui, mais de toute façon, j'en ai déjà suffisamment. Bon, allez. Deuxième question, dans quel océan se situe la Guadeloupe ? Atlantique. Oui, mais j'ai du mal à articuler. C'est pour qui le point ? C'est quand même grave. J'ai pas le temps de percuter. Troisième question, de quelle année à quelle année a duré la guerre d'Algérie ? Oh, purée, 54-62 ? Non. Si, c'est ça, exactement ça, donc 8 ans. Mais alors, Ottilie, depuis que tu as repris la chronique histoire, tu t'es transformée en Clément. C'est fini. Quatrième question. Alors cette question, on ne sait pas trop comment ça se prononce, du coup je vais le prononcer. Oui, c'est vrai, on a eu un débat. Combien y a-t-il d'os dans le corps humain ? 356. Non, 331. 250. Oh, c'est plus, c'est moins. Non, c'est une centaine. Une centaine, C'est plus. 220 ? C'est moins. 210 autour de 200. 216. 208 ça finit par un 6. C'est moins que 210. 206 ? Oui, 206. Alors, non mais attends, je dis que ça finit par un 6, elle me prend tous les chiffres par un 6. Non. Et ça, j'accepte pas. Hein. Donc, à l'âge adulte, le squelette est composé de 206 os qui sont constants. Parmi ce nombre, 60 sont sont les os des membres supérieurs et 60 pour les membres inférieurs. Cinquième question, qui est à l'origine du livre des merveilles ? Le livre des merveilles. C'est un truc qu'on a vu, il me semble qu'on a vu ça en 5e, 4e. C'est possible, ça je ne sais pas. Bien sûr. Personne ne sait. J'ai fait un échec scolaire. Moi. Guillaume le Conquérant. Non, c'est Marco Polo. Ah. Bon, voilà. Ouais, mais non. Ça vous dit rien, Marco Polo ? C'est quand vite même. fait, mais... C'est le premier homme à avoir atteint l'Asie. Ouais, célèbre marchand voyageur du XIIIe et XIVe siècle. Sixième question, quel nom d'animal est utilisé pour qualifier la puissance de vitesse d'une voiture ? Les chevaux. Oui, c'est les chevaux. Très bien, Clément. Ouais, bon. Genre un point. Septième question. Alors, la sixième question, je vous avoue que je la trouve pas simple. Quel est le nom de la monnaie norvégienne ? La couronne norvégienne. Eh ben oui. Et tu sais, une couronne, c'est équivaut à combien en euros ? Ça doit faire 24. C'est 0,084 €. D'accord. Non mais alors, les chiffres et Clément, comme les dates, il faut Une dernière ? Huitième question. Quel est le nom de l'avare dans la pièce de Molière ? Harpagon. Harpagon, exactement. Attends, on l'a fait. Vous l'avez fait ? Ouais, bah oui, on l'a fait en français, oui. Neuvième question. Quel organe du corps humain est capable de se régénérer en quelques mois si une partie lui a été enlevée ? C'est un foie. Oui, c'est le foie. Mais... C'est qui a dit le foie ? Moi. Il y a Clovis. Ouais. Il y a un Clovis. Allez, Clovis pour une fois. Et il permet quoi le foie ? Bah j'en sais rien en fait. C'est la digestion. D'éliminer les toxines du corps.
Allez, dernière question. 10e et dernière question. Quel élément chimique est représenté par la lettre N dans le tableau ça, périodique des éléments? Allez, c'est Attends, la fin de la question. T'as pas entendu non plus. Ils vont se battre, hein. Bah parce que je t'ai entendu commencer. Et ben en tout cas, Otili a gagné 5 points. ce quiz. Ouais, bravo à toi, Otili. Allez, il est 14h22, on va passer à la suite de l'émission. On revient dans 3 petites minutes, mais parce que justement, on a l'artiste de la semaine, Naïm, donc que tu nous parles d'Idées Noires. Parce que je vois que tu paniques un peu. Non, ça va, non, c'est bon, On est en t'inquiète. retard. Non, ça va. C'est son style, donc c'est Idées Noires, son style musical se situe quelque part entre pop, électronique, rock, bon bref, un peu tout ce qu'on peut imaginer en termes de genres musicaux. D'accord. Vous connaissez le refrain, c'est hyper pop, alternatif, tout ce dont on sait pas quoi faire. Oui, c'est ça, on classe tout. Et ouais. Une des principales particularités de ces morceaux, c'est que c'est assez ambiant. Alors dit comme ça peut être bizarre, mais essentiellement, ça veut dire que c'est très émotionnel comme morceau. Ouais. Et même sans la voix, ça ferait déjà un morceau en soi. D'accord. Donc par exemple, on pourrait très bien entendre ça dans un film ou une bande-annonce. Ouais, ce serait le une- style de musique un peu de fond aussi. Donc il collabore souvent avec d'autres artistes alternatifs comme Nilu, H. John Crack ou Ulysse. On a déjà Ok. parlé de certains. Oui, c'est Ouais. vrai, ouais. L'âge bête sur RCN. Il est 14h26 sur RCN, après avoir écouté Idées Noires, donc le choix d'un artiste musical de Naïm. D'habitude, on a une petite énigme d'Alan. Bon, là, il est pas là aujourd'hui, il a d'autres choses, il fait beaucoup de maths aujourd'hui, exceptionnellement. Donc, il est pas là, voilà. Bien, du coup, on va directement passer à la fin de l'émission avec une citation. C'est une citation d'un politique qui était Premier ministre. Tiens, va vous faire deviner. Édouard Philippe. Bon, Voilà. c'est Édouard Philippe. Donc Édouard Philippe qui nous faisait un petit discours sur la Coupe du Monde de rugby 2023. Pas sur la coupe de cheveux. Hein. Alors ça c'est moche quand même pour Édouard Philippe. Allez, on écoute Édouard Philippe. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands jours. Parce que la France est une nation, qui veut continuer à susciter des grands champions dans tous les domaines, les Jeux Olympiques d'hiver ou encore des mondes. On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne peux pas le croire. Notre cher Édouard Philippe. Merci Édouard, si tu nous entends. Voilà. Ce qui est totalement pas le cas. C'est pas le cas. Et voilà, on va terminer avec cette belle citation. On reviendra avec un politique encore la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Justement, dernière émission de la saison, c'est la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous donc dans une semaine pour la toute dernière de l'émission. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à la semaine prochaine, l'équipe. Salut. Salut. RCN, www.rcn-radio.org